baron dans l'histoire, là, dans la région de Saint-Omer, c'est le comte de Flandre. Le comte de Flandre qui possédera l'Artois jusqu'à la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Saint-Omer est donc sur son territoire. Alors les comtes de Flandre vont s'intéresser à Saint-Omer et surtout à la ville d'en haut d'ailleurs, hein, là où la grande église va laisser la place, je dirais, à une collégiale. Eh bien les comtes de Flandre vont s'y intéresser sous trois aspects. Premièrement, ils vont montrer que l'abbaye, bon, c'est très bien, indépendante peut-être, mais enfin, c'est encore mieux quand c'est le comte qui prend l'abbaye directement sous sa protection. Il y a même eu un comte de Flandre qui est devenu abbé. Le deuxième point qui intéresse les comtes de Flandre, c'est qu'ils sentent bien qu'ils sont dans une région qui est constamment soumise à des invasions, quelles qu'elles soient. Alors, les comtes de Flandre vont fortifier le haut. Le haut où s'élèvera plus tard la cathédrale, ils vont fortifier le haut, ils vont en faire un enclos au IXe siècle. Et dans cet enclos, il y aura une coopération étroite entre les chanoines qui sont sur place, sur le haut, et puis le pouvoir comtal. Cet enclos fortifié donnera naissance, après le IXe siècle, il donnera naissance vers l'an 1000, à une motte, un petit château en quelque sorte, un château sur motte, fortifié bien entendu, qui va protéger cette terre dévolue aux moines, mais sur lequel le comte a mis la main. Le troisième aspect, c'est très lié à ce qu'on constate beaucoup dans les Pays-Bas et en Flandre. On va fortifier en utilisant le terrain, on va fortifier les terres que l'on veut protéger, et le comte de Flandre a protégé la Flandre en creusant au XIe siècle, vers 1050, un fossé qu'on a appelé le Neuf Fossé, qui va relier la région de Saint-Omer à la région de Aire-sur-la-Lys, en passant par Arques, ce fossé étant alimenté d'un côté par la, de l'autre par la Lys et au milieu par les becs du pays de Saint-Omer et de Arques, dont la Melde ou la Meldic. Et ce fossé sera encore plus fortifié, renforcé au siècle suivant. Progressivement, au Moyen-Âge, le pouvoir, surtout en Flandre, va passer des comtes aux villes. À partir du moment où Saint-Omer, sur le haut de la butte, donc à 20 mètres de hauteur, à partir du moment où Saint-Omer est entouré d'une muraille, où l'activité commerciale, marchande se développe, eh bien de plus en plus les habitants de ce Saint-Omer marchand intramuros vont demander de l'autonomie, sinon de l'indépendance. Alors là, ils vont être servis dans cette acquisition d'indépendance progressive par des événements. Le comte de Flandre est nommé, ou tout au moins confirmé, par le roi de France, et le roi de France, en 1127, décide de nommer Guillaume Cliton, un Normand, comme comte de Flandre. Alors ça ne se passe pas très bien, et les Flamands qui ne supportent pas qu'on leur impose un comte, au moins sans leur demander leur avis, au moins sans obtenir leur accord, les Flamands sont tout heureux de voir arriver des rivaux à ce Normand qui pour eux est un étranger. Guillaume Cliton s'aperçoit qu'il a de multiples rivaux, et parmi ceux-ci, celui qui finira par le supplanter en 1128, Thierry d'Alsace. Et la chance des marchands, des communiers de Saint-Omer, c'est que les deux rivaux vont faire promesse sur promesse, ils vont accorder une charte. La charte que va accorder Guillaume Cliton aux Audomarois est une charte qui leur offre beaucoup de liberté, liberté économique, liberté juridique, liberté politique. Cette charte de 1127 est remarquable par les largesses qu'elle accorde aux gens de Saint-Omer. Alors naturellement, quand Thierry d'Alsace va prendre la succession de Guillaume Cliton qui va mourir au combat, eh bien Thierry d'Alsace ne pourra pas faire autrement que de confirmer cette charte. Il confirme officiellement toutes les libertés, on peut dire les libertés communales de la ville de Saint-Omer. Et les communiers de Saint-Omer obtiendront même, à la fin du XIIe siècle, du comte Baudouin IX de Flandre, celui-là même qui va devenir Baudouin, empereur de Constantinople, de l'Empire latin de Constantinople, ils obtiendront même de ce Baudouin IX confirmation, voire élargissement dans l'esprit de tout ce que Guillaume Cliton et
Thierry d'Alsace avait accordé en 1127 et 1128. La commune de Saint-Omer est née vraiment. Même à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes, l'empreinte flamande subsiste à Saint-Omer. Dans la toponymie, nombre de lieux font appel à des notions que l'on retrouve dans les autres villes flamandes. Alors la Bretèque, vous me direz, oui, certes, en Flandre, en Artois, mais on sait que du haut de la Bretèque, on faisait les proclamations, ça c'est pas original. Ce qui est original, c'est qu'on les faisait à la fois en français et en flamand, du haut de la Bretèque. Alors il n'y a pas que la Bretèque, il y a tout ce que l'on voit dans les villes flamandes, les portes d'eau. La porte d'eau à Saint-Omer a continué à s'appeler la Waterpoort. Waterpoort, c'est normal. Bon, donc l'empreinte flamande toponymique, elle existe encore dans les temps modernes. Le plan de 1560 de Deventer, on y voit des quartiers typiques avec des noms on ne peut plus flamands. Sur le plan déjà, on avait 3 quartiers flamands, dont le Koolhof, le Vinkebroek. Le Vinkebroek, c'est intéressant parce qu'il est à côté de la rue des Chats. Et Vinke, c'est les pinsons. Alors de là à dire que les chats y venaient parce qu'ils pouvaient y trouver des pinsons, peut-être. Bon, c'est une hypothèse. Mais il n'empêche qu'il y avait des noms très flamands encore, jusqu'au XVIe siècle. Et l'un des noms qui passera le plus à la postérité, et que l'on va retrouver à Lille, par exemple, c'est la braderie. La braderie, ça veut dire la rôtisserie. Et à Saint-Omer, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait encore des cuisines où l'on rôtissait, et ces cuisines s'appelaient les braderies, tout simplement. On ne saurait évoquer les liens de Saint-Omer avec la Flandre sans accorder une attention toute particulière à la Renaissance flamande. Qu'est-ce que la Renaissance flamande? C'est cette période qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, et plus spécialement sous les archiducs Albert et Isabelle, fait florès dans toute la Flandre et même les provinces contiguës à la Flandre, comme en Artois. Et à Saint-Omer, nous avons au moins 2 témoins artistiques de cette période. Dans la cathédrale, en peinture, la descente de croix de Rubens. Et en architecture, eh bien, voyez, juste derrière moi, c'est la chapelle des Jésuites wallons. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. C'est quand même la Renaissance flamande. Au début du XXe siècle, c'est dans ce quartier de la Gare, érigé en 1903, que les faubourgs de Liselle et du Haut-Pont entendent résonner encore la langue flamande. C'est grâce à ces maraîchers de Saint-Omer qui encadrent donc la gare des 2 côtés, le long du canal qui s'en va vers Ouatte, qui s'en va vers Saint-Momelin, que l'on peut encore constater une vraie présence flamande. La chanson des maraîchers de cette époque nous en fournit un témoignage.